Merci beaucoup pour l'introduction. Bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous. Aujourd'hui, on sait que le TAG, c'est des longues journées. Vous avez été exposé à vraiment beaucoup d'informations. Donc, on vous remercie pour votre attention puis pour votre présence à notre conférence aujourd'hui. Je vous rassure en partant, on n'est pas ici pour faire un pitch de vente sur Propulso, mais afin que vous compreniez un peu où est-ce qu'on se trouve dans l'écosystème, puis pourquoi on veut vous parler aujourd'hui de prendre les meilleures décisions grâce à la donnée. On va juste vous expliquer un peu qui on est, ce qu'on fait, et évidemment, mais après ça, on va passer aux études de cas. D'ailleurs, les études de cas ont un petit peu évolué depuis la dernière fois qu'on a envoyé nos informations au TAG. Alors, il va y avoir quelques études de plus qu'on va pouvoir vous présenter aujourd'hui, donc encore plus d'informations pour vous. Comme je le disais, moi, c'est Nicolas Dessureau. Je suis associé directeur des ventes chez Propulso. Je suis joint par Mathieu, qui est notre fondateur, président, directeur général. Et depuis les 6 dernières années, ce qu'on fait chez Propulso, c'est on développe une plateforme qui exploite les technologies innovantes et les données éthiques, donc des données qui sont ressourcées avec une grande conscience pour le consentement à la vie privée, l'anonymité. On a une plateforme qui permet de faire des études de marché hyper précises et de très, très grande envergure, en plus de faire du marketing ultra ciblé, via une plateforme libre-service, facile d'accès, facilement opérable et très, très intuitive. Cette plateforme-là, elle est utilisée par des entreprises, des organismes, des gouvernements, afin de relever leurs défis, prendre les meilleures décisions, être en mesure de rapidement opérer au jour le jour. Cette plateforme-là leur permet de répondre à plusieurs questions. Puis d'ailleurs, quand on parle de questions, quelles questions vous pouvez avoir? Pensez aux processus opérationnels que vous avez aujourd'hui dans votre entreprise qui sont bloqués, qui sont ralentis par manque d'accès aux données, par manque de visibilité sur un processus qui vous empêche d'avancer ou en tout cas qui vous ralentit grandement parce que vous avez des processus déjà mis en place pour accéder à cette information-là ou parce que vous n'avez carrément pas accès à la donnée. Alors nous, les données qu'on exploite via notre plateforme permettent de vous donner une visibilité simple, rapide sur ces questions-là que vous avez présentement qui peuvent vous ralentir. Bonjour tout le monde. On a parlé beaucoup de données. On a parlé beaucoup, on va parler, vous allez voir, de data, de sources de données éthiques, mais concrètement, c'est quoi les données qui existent? Vous le savez comme moi aujourd'hui, nos cellulaires, les télés intelligentes, mon toaster intelligent, ma balance connectée Internet, tout ce que j'utilise sur une base quotidienne génère des données. On est de plus en plus exposé au fait qu'à chaque heure, chaque moment de notre vie, on va générer des données. Il y a des données qui sont pertinentes, il y a des données qui sont moins pertinentes, des données à haute valeur ajoutée, des données qui sont plus, on va dire, banales. Puis c'est sur ça qu'on va se spécialiser et qu'on va s'intéresser. Nicolas vient de présenter plusieurs questions qu'on peut se poser. Avant la conférence, on a fait un petit tour de salle, on est allé voir qui est là. Beaucoup de commerce de détail, des groupes médiatiques, des gens qui sont là d'organismes, de grandes entreprises. Qui sont vos clients? Pouvez-vous ouvrir une nouvelle succursale? Avez-vous de la place pour ouvrir une nouvelle succursale? Est-ce que votre réseau actuel est optimisé? Est-ce que vous vous cannibalisez? C'est quoi vos parts de marché par rapport à vos concurrents? Comment votre industrie se comporte avant la COVID, pendant la COVID, après la COVID? Toutes ces questions-là que vous pouvez vous poser sur une base quotidienne comme entrepreneur, bien, fort à parier que dans l'univers, dans le raz-de-marée de données qui existe depuis plusieurs années, bien, fort à parier que la donnée existe en quelque part. La donnée que vous aimeriez avoir, le fameux génie dans une bouteille à qui on pourrait poser, faire un vœu, demander une question, puis arriver avec une réponse rapidement, mais fort à parier que la donnée, elle existe déjà. Traditionnellement, depuis des années, on va souvent utiliser des sondages, des panels, des groupes de répondants, des données publiques. Ces données-là, c'est des données qui sont intéressantes parce qu'on est capable d'aller chercher quelque chose, par exemple, une opinion consommateur. On est capable de faire des grandes enquêtes d'origine-destination, par exemple, de la région de Montréal. Mais ces données-là ont des problèmes qui proviennent du capteur. Donc là, je ne vous apprends rien. Toute donnée dans l'univers est générée par un capteur. Que ce soit un appareil photo qui prend une photo, il va générer des données par rapport à la photo. Que ce soit un capteur de lumière, un capteur de radar vitesse. L'humain, comme tel, malheureusement, on n'est pas un bon capteur. Si je prendrais quelqu'un au hasard dans la salle, je lui demanderais « Qu'est-ce que tu as mangé mardi il y a 2 semaines? » Fort à parier que très peu d'entre vous seraient capables de répondre.
Fait que quand là, je viens faire un sondage, puis je vous dis, il y a 4 ans, êtes-vous allé à Montréal? Si oui, pourquoi, quelle journée, puis dans quel commerce? Je ne sais pas pour vous, mais c'est très, très peu fiable comme source de capteur. La donnée qu'on va réussir à l'en tirer est quand même, disons, biaisée ou avec une très grande marge d'erreur. C'est là que tous les objets connectés qu'on vient de parler, un téléphone, le téléphone est, je vous dirais, la porte d'entrée principale des données de nos jours, mais tous les autres appareils de notre vie ou toutes les données qu'on va générer, le capteur est beaucoup plus fiable que seulement une perception humaine ou de demander qu'est-ce que tu as fait il y a 2 semaines. Plus concrètement, on a quelques exemples de sources de données qu'on va regarder dans les études de cas aujourd'hui. La première, qui est probablement une des plus populaires, c'est qu'est-ce qu'on appelle les données de localisation. En anglais, le location data. Ces données-là, ça provient des appareils mobiles. On est capable de suivre en temps réel le déplacement d'appareils mobiles à travers la province du Québec, à travers le Canada, à travers le monde entier. Bon, évidemment, je ne veux pas vous faire peur. On n'est pas question d'être la NSA ou la FBI puis de suivre, de traquer les gens sans leur consentement. On va y arriver dans quelques instants quand on va parler de la vie privée. Mais somme toute, c'est un jeu de données qui existe, qui est là depuis quand même là, plusieurs années. C'est un jeu qui est, de données qui est à très haute valeur ajoutée pour les entreprises, spécialement dans le commerce de détail, qui est la majorité là, des exposants ou des participants au TAG cette année. Démographie. Donc, toutes les infos, on peut penser au groupe d'âge, au niveau de revenus, au niveau d'éducation. Pensez à tout ce que Facebook, Google peut avoir comme information sur un individu, que ce soit par qu'est-ce qu'on a collecté, renseigné ou comme habitude qu'on a. On peut penser aux données d'achat, que ce soit des POS, des cartes de crédit, que ce soit des systèmes de fidélité. Toutes les données du recensement. Le recensement canadien, en fait, partout dans le monde, il y a des recensements dans chacun des pays. C'est des données qui ont énormément de valeur, qui gagneraient à être beaucoup plus utilisées. Mais malheureusement, comme c'est gouvernemental, c'est très difficile de s'y retrouver. Ils sont très mal structurés. C'est très, très, très long avant d'être capable d'exploiter quelque chose de ces données-là. La météo qui est au Québec, au Canada, un sujet souvent d'actualité, souvent un sujet de small talk, mais c'est quelque chose qu'on va le voir un peu plus tard dans les présentations, est important pour la corrélation de données. Et bien plus, là, on en passe, on vous présente les principaux de la présentation, mais on peut penser à toute la mine d'or de données que votre entreprise génère. Qu'est-ce que vous avez dans votre CRM, dans votre POS, dans votre système de points de vente? C'est toutes des données qui peuvent être exploitées puis qui doivent en fait être exploitées pour gagner des avantages concurrentiels. Mathieu vient de nous parler de données importantes, donc des données qui ont de la valeur sur lesquelles se concentrer, mais pour optimiser un processus opérationnel ou pour avoir des décisions plus rapides, c'est également important de pouvoir valoriser cette donnée-là via que ce soit des algorithmes, de l'intelligence artificielle, bref, des moyens technologiques. Donc, d'avoir la donnée devant nous, de pouvoir la qualifier, s'assurer qu'elle ait été éthiquement obtenue, que le consentement est clair, qu'elle est de nombre suffisant, que notre captation est assez bonne, c'est une première chose. Mais par la suite, où est-ce que la valeur se retrouve généralement, c'est dans la multiplication de ces données-là entre elles. Donc, la corrélation d'un point de données avec un autre va vraiment aller chercher le plein potentiel de la valeur de cette donnée-là pour vous. Donc, si on a, exemple, devant nous dans un dashboard complet dans votre univers de données, vous avez la possibilité d'aller chercher une donnée de géolocalisation. Ça a une valeur. Ça améliore un processus par 2 fois, par 2x. Vous êtes en mesure d'aller chercher un profil démographique précis. Parfait. Cette donnée-là, c'est intéressant pour vous. Ça vous permet d'augmenter la valeur d'un processus par 5x. Sauf que pour vous, si vous êtes en mesure de mettre ces 2 données-là ensemble, puis d'exploiter le plein potentiel de ces 2 données-là, mais c'est peut-être 100x que ça a comme valeur pour vous, cette donnée-là. Alors nous, les algorithmes et l'intelligence artificielle qui sont développés par-dessus la donnée, les gens qui travaillent comme nous dans ce domaine-là, ont pour but de valoriser et d'amener la donnée à son plein potentiel de valeur ultime. Maintenant, au niveau éthique, vie privée, respect de la loi, je vous dirais, puis ça c'est un constat de l'industrie, malheureusement, la donnée, c'est quelque chose qui est assez nouveau. C'est un peu la nouvelle ruée vers l'or, c'est vers là que les gens vont depuis plusieurs années. Puis c'est un peu un Far West. C'est un Far West dans le sens où il n'y avait pas encore de loi, il n'y avait pas de législation en place qui encadrait ça. Puis malheureusement, il y avait des gens un peu cow-boys. Il y a eu toutes sortes de bafouages de la vie privée. Puis ça fait que l'industrie de la donnée en général, bien souvent, on peut avoir une perception négative de prime abord. Si on aurait commencé la conférence, puis on dit, nous, on est des spécialistes de la donnée, on est capable de traiter des données de localisation. Souvent, malheureusement, les gens vont avoir une opinion défavorable parce qu'ils ne sont pas éduqués. Il y a eu toutes sortes de scandales qui ont éclaté, puis je vous dirais, c'est maintenant à l'antipode
des tendances de l'industrie. Il y a des gens qui vont dire, bon, on peut vous suivre à la trace. Souvent les gens vont dire, j'ai la perception que mon téléphone m'écoute, j'ai l'impression qu'il sait qu'est-ce que je veux ou qu'est-ce que je dis. Mais voyez-vous, dans les prochaines années, on est là pour parler, oui, dans le passé, il y a un Far West, malheureusement, il y a eu des choses qui ont été faites qui n'auraient pas dû être faites. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce Far West-là est enfin terminé. Quand on regarde vers les directions d'entreprise, les directions d'industrie et les directions gouvernementales, enfin, après des années et des années, on a des belles lois gouvernementales qui vont être mises en place. On a la loi C-27 qui est au fédéral, au provincial, on va avoir la loi 64 également. Ces nouvelles lois-là, qu'est-ce qu'elles font? Puis là, petit disclaimer, on n'est pas des avocats, on n'est pas là pour vous donner un cours de droit ou d'informations juridiques, mais grosso modo, ces nouvelles lois-là viennent mettre des balises, viennent mettre un terrain de sable sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec les données. Qu'est-ce qui est légal, puis au-delà de ça, qu'est-ce qui est éthique. Puis ça vient donner 3 piliers qu'on a voulu ressortir aujourd'hui, vous amener, qui sont 3 piliers fondamentaux pour être capable de traiter et analyser les données, mais respecter la vie privée des gens. La première, c'est le consentement. Un consentement, ce n'est pas juste quelqu'un qui a cliqué oui, oui, oui sans lire les conditions d'utilisation. Un consentement, c'est quelque chose qui est clair, qui est libre, qui est éclairé, qui est renouvelé dans le temps, et surtout pour lequel on peut avoir un droit d'opposition, un droit de retrait, puis un droit de regard. Le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est la loi avec le fameux spam, le pourriel. Donc, quand on est abonné à une infolette, on peut voir pourquoi on est abonné. On n'est pas supposé recevoir de courriel si on ne s'est pas abonné ou si on n'a pas une relation d'affaires. Et en tout temps, on peut se désabonner d'une infolette. Voyez-vous, cette idée-là, cette philosophie-là de consentement, maintenant s'applique à l'ensemble des jeux de données qu'on vient de présenter. Ensuite, l'anonymisation, c'est l'idée de traiter des données qui sont anonymes, parce qu'il y a une grosse différence entre un renseignement confidentiel, par exemple le nom de quelqu'un, son téléphone, son adresse, son numéro d'assurance sociale, et une donnée qui est complètement anonyme. Prenons un exemple, si j'irais tout à l'heure en face d'un restaurant, je m'installe avec un clicker, puis je commence à compter le nombre de personnes qui rentrent, bien, c'est de la donnée complètement anonyme. Je n'ai pas d'informations sur ces gens-là. Je ne sais pas de quelque manière que ce soit qui sont ces gens-là, mais j'ai quand même une donnée anonyme. Et finalement, on parle aussi dans la loi de dépersonnalisation des données, c'est-à-dire l'idée de réduire le risque. Si j'ai une méga feuille Excel dans laquelle j'ai le nom des gens, leur adresse, leur courriel, leur numéro d'assurance sociale, mais si j'ai le goût de la mettre dans une carte en ligne sur un outil, bien, je vais aller enlever toutes les informations confidentielles pour garder peut-être juste les codes postaux. Donc, on va venir dépersonnifier l'information. Donc, ces 3 piliers-là, c'est à la base de l'industrie de la donnée éthique. Et les présentes études de cas qu'on va faire, ça va vous permettre de voir que même en respectant les gens, même en respectant la vie privée, puis en ne bafouant pas ces droits-là, on est quand même capable de faire des belles choses. Alors, parlant d'études de cas, on vous en avait promis. On en a quelques-unes pour vous qui vont vous montrer comment justement les processus décisionnels ou opérationnels peuvent être améliorés et où est-ce qu'on peut aller plus loin dans nos entreprises grâce justement à ces données-là. Comme je disais tout à l'heure, nos cas ont un petit peu changé depuis qu'on avait envoyé nos feuilles de route au TAG. Fait qu'il y a quelques cas différents que ce qui a été présenté initialement. Le premier qu'on va vous montrer, c'est à propos de connaître sa cible, à connaître les gens qui viennent dans nos zones. Ce que vous avez devant vous, c'est une partie d'informations qui avait été montée à partir d'une démo d'un magasin IKEA. On a pris un magasin IKEA sur la rive sud de Boucherville, sur la rive sud de Montréal, à Boucherville, comme vous pouvez voir là. Ce que vous voyez là, les quelques widgets sont une infime partie de ce qu'on est en mesure de sortir via un rapport. Mais avec cette donnée-là, on est en mesure de repérer plusieurs choses. Une des choses qu'on a repérées en analysant, en recherchant un peu davantage, c'est que les 65 ans et plus étaient la strate démographique la plus présente en nombre de visiteurs dans ce lieu-là pendant 1 an de temps, qui est quand même intéressant. On n'a pas un échantillon d'une fin de semaine. Alors là, on s'est intéressé à ça. On s'est posé quelques questions parce qu'on trouvait ça curieux. D'autant plus que si on regarde la durée moyenne des visites, l'ensemble des gens qui vont au IKEA sur une année vont y aller en moyenne 56 minutes. Les gens de 65 ans et plus, ils vont pendant 27 minutes. Là, on se grattait la tête, puis en recherchant davantage, ce qu'on s'est rendu compte, le constat, c'est que de 65 ans et plus, ce sont nos fans de boulettes suédoises. Dans le fond, il y a une offre alimentaire qui est faite pour les gens de 55 ans et plus au IKEA. Ils ont une carte rabais pour les gens de cet âge-là. Donc, c'est eux qui génèrent le plus de visites parce qu'ils retournent régulièrement. Puis, ils ne font pas le tour avec les petites flèches qu'on n'a pas le droit de revirer de bord. Donc, ces gens-là peuvent sortir plus rapidement du magasin. Ils ne se perdent pas. C'est super intéressant déjà là comme constatation ce qu'on a pu faire grâce à la donnée, grâce à un accès à la donnée là-dessus. Mais en plus, ça permet à
aux décideurs qui auraient accès à ce rapport-là de dire OK, super, ça veut dire que je suis capable de créer un retour, ça veut dire que ma carte fidélité, de toute évidence, ça fonctionne. Par contre, comme probablement n'importe qui est déjà allé au IKEA, moi, tous les fois que je passe en avant du stationnement d'IKEA, il est toujours plein à ras-bord, que ce soit un mardi ou un samedi soir. Alors, la question qu'on pourrait se poser à partir de cette donnée-là, c'est OK, est-ce que cette offre-là que j'ai créée, qui fonctionne, est-ce que ça devient être un bloquant pour le reste de ma clientèle? Est-ce que le stationnement, est-ce qu'il est en train d'être trop plein parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent manger nos boulettes suédoises, puis on aimerait ça voir plus de gens qui viennent chercher une bibliothèque Billy. Alors, vous voyez, on répond à une partie de ça, puis on peut aller plus loin. On peut améliorer notre processus décisionnel, puis après ça, faire une optimisation de ça. Un autre exemple, Nicolas, on vient de regarder des données de déplacement, donc des données de localisation, des déplacements de cellulaires. On avait jumelé ça avec la démographie, on a été capable de comprendre ce qui se passait dans les déplacements. Puis toujours en analysant les déplacements, on peut s'amuser à analyser les parts de marché. Donc, on peut choisir n'importe quel endroit dans le monde, n'importe quelle localisation. Pour la présente étude de cas, on a pris toutes les épiceries à Longueuil. Donc, on est allé regarder pour une période d'1 an, c'est quoi les parts de marché sur la ville de Longueuil. Donc, on a été capable de voir les principaux épiciers avec leurs parts de marché respectives. Puis là, on peut commencer déjà là, d'entrée de jeu, avec deux petits graphiques très simples, on peut constater quelque chose d'intéressant. On peut prendre un épicier comme Avril, par exemple, qui, en termes de parts de visiteurs, a près de 10 des parts de marché. Donc, ça veut dire en termes de personnes uniques. Donc, si moi, je vais une fois chez Avril, je compte une fois comme visiteur unique. Par contre, quand on regarde dans les visites répétées, donc le graphique de droite, ou si je vais une fois par semaine, une fois par mois, une fois par année, on voit que les parts de marché vont diminuer. Donc, déjà là, on est capable de sortir comme information que les gens qui vont chez Avril, ils vont beaucoup moins souvent que dans des épiceries à rabais. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être y aller une fois par mois, une fois par 2 mois, une fois par 3 semaines. Ils vont avoir un panier moyen plus élevé versus une épicerie comme Maxi, comme Super C ou autre. Donc déjà là, avec des parts de marché, c'est intéressant parce qu'on est capable de déceler c'est quoi que nos compétiteurs font, c'est qui est un peu leur clientèle. Et si on va plus loin, on peut analyser les parts de marché de manière mensuelle. Donc là, ici, on a un graphique où on va aller regarder sur l'année courante, ça a été quoi les parts de marché. Puis là, vous voyez où il y a la flèche, il y a quelque chose d'intéressant. On voit qu'en rouge, Maxi est quand même très dominant dans la région de Longueuil. Il y avait quasiment le tiers des parts de marché à lui tout seul. Puis on voit qu'à chaque année, au mois de décembre, si on roulerait la même étude année après année, on voit qu'il y a une grosse drop au mois de décembre. On voit qu'au mois de décembre, il y a 5, 6, 7 de parts de marché qui sont perdues année après année. Pourquoi? Bien, une hypothèse puis une conclusion qu'on peut voir dans les données, c'est de dire bien, les gens qui vont dans une épicerie à rabais ou une épicerie, disons, plus budget-friendly, ils vont y aller tout au courant d'année, mais quand arrive le mois de décembre, ils vont vouloir investir, ils vont vouloir recevoir des gens à la maison, ils vont peut-être vouloir se ganter puis aller dans d'autres épiceries. Puis là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que c'est un moment d'année qui est critique. Le mois de décembre, s'il y en a parmi vous qui sont en alimentation, il y a beaucoup de parts de marché qui se brassent, il y a beaucoup d'argent, c'est un moment qui est critique. Puis de laisser aller des parts de marché comme ça dans ce marché-là, bien, ça peut être quelque chose qui peut être travaillé avec des offensives marketing, de prendre les mêmes données puis de faire des campagnes publicitaires pour essayer, dans les années subséquentes, de ne pas perdre au détriment de d'autres joueurs ces parts de marché-là. Un autre cas intéressant qu'on peut regarder puis qui est très d'actualité dernièrement, évidemment, c'est l'impact que la COVID peut avoir sur une industrie. Donc, plusieurs d'entre vous, vous posez probablement ces questions-là, à savoir comment est-ce que ça m'a impacté réellement. C'est difficile de le chiffrer, c'est difficile d'avoir une vue en temps réel sur la situation, puis surtout voir qu'est-ce que l'avenir va représenter. Ce que vous avez là à l'écran, l'exemple qu'on a, c'est sur le marché des pisciniers, du domaine de la piscine au Québec. Donc, vraiment des dizaines de magasins de piscine un peu partout dans la province. Évidemment, on a tous une certaine intuition. On a tous une petite idée. On en a entendu parler. Si vous êtes acheté une piscine pendant la période de la COVID, étant donné que vous pouvez juste jouer dans le cours en arrière, vous le savez, vous avez fait face à des très longs délais d'attente. Ça a été un marché qui a explosé. Alors ici, par contre, on peut le chiffrer de façon précise. On peut avoir une idée exacte de comment est-ce que ce marché-là a explosé grâce justement aux données qui sont analysées. Alors, si on regarde avant la COVID, avant mars 2020, c'est un marché qui était en santé, qui était stable, qui avait une croissance annualisée d'environ 1,4 %. Pendant la COVID, évidemment, ça explose. On monte à 27 de taux de visite, une augmentation de 27 des visites en piscinier. C'est du jamais vu pour cette industrie-là, c'est une très, très bonne nouvelle. Par contre, comme n'importe qui a déjà eu à gérer une hausse fulgurante comme ça,
La suite peut être inquiétante. Est-ce qu'on va avoir une drop? Est-ce que ça va revenir à son niveau de croissance habituel? Ce qu'on voit, c'est que grâce en analysant la donnée, en produisant un rapport, on est en mesure de voir que l'industrie s'est quand même maintenue en augmentation même par la suite. C'est sûr que l'augmentation n'est pas aussi forte, mais l'augmentation est somme toute 3% plus élevée qu'avant la pandémie. Donc, il y a eu l'électrochoc qui s'est passé pendant la COVID, s'est poursuivi par la suite. C'est intéressant de pouvoir se positionner parce que là, c'est la question qui va venir se poser, un peu comme on disait tout à l'heure, sur les décisions, puis pousser un peu l'analyse un peu plus loin pour un décideur, c'est de voir comment est-ce que moi je vais faire pour m'accaparer ces parts de marché-là. Comment est-ce que moi, l'entreprise, je vais faire pour optimiser mon offre et comment est-ce que je vais faire pour savoir où aller me déployer puis aller profiter de cette hausse-là. On peut également s'intéresser à tout ce qui est touristique. Vous savez, la COVID, on parlait de la COVID-19, malheureusement, ça a mis un coup de barre dans beaucoup d'industries touristiques. Puis là, cette année, on a vu une belle reprise. On a vu le tourisme commencer à reprendre. Les frontières viennent de réouvrir récemment. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'avec ces jeux de données-là qu'on vous a présentés au début, on est capable de mesurer puis de quantifier de manière très précise les retombées économiques. On est capable de regarder c'est quoi l'impact du tourisme, tant d'un point de vue municipal. Donc, le présent rapport que vous avez là, c'est toutes les retombées d'une montagne de ski en Estrie. Donc, c'est de dire, on va prendre une montagne, puis grosso modo, les gens qui viennent faire du ski, est-ce qu'ils vont manger au restaurant, mettre de l'essence? Quelle proportion vient de l'extérieur? Donc, est-ce que c'est des gens de la région de Montréal, Québec qui viennent en Estrie? Est-ce que c'est juste des résidents locaux? Donc, on est tous capables d'analyser puis de segmenter ça, puis d'arriver à faire une étude de retombées économiques. Où ça devient intéressant, surtout d'un point de vue commercial. Disons que vous êtes un restaurateur. Vous êtes à proximité d'une montagne, puis vous vous demandez quelle est la proportion de mon chiffre d'affaires qui vient de cette attraction touristique-là? Est-ce que je reçois quelque chose? Est-ce que moi, en tant qu'entreprise, je bénéficie des gens qui viennent skier, puis ils viennent prendre un café, viennent prendre une bière, un cocktail après à mon établissement? Ou c'est plutôt, moi, je ne suis pas dépendant du tourisme. Donc, l'avantage, c'est qu'avec des études comme ça, on est capable de le mesurer. Si vous avez un exemple ici, où on peut voir que la montagne génère localement dans la région de l'Estrie près de 58 millions de retombées économiques. C'est faramineux. C'est des très grosses sommes qui sont en jeu. Puis vous, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, vous êtes capable d'optimiser vos retombées puis vos marges qui viennent d'une attraction touristique. Si vous êtes à Mont-Tremblant, si vous êtes à Montréal, puis vous vous demandez, hey, moi, en tant qu'hôtelier, est-ce que la F1, ça a des retombées pour moi? On en entend souvent parler dans les nouvelles, est-ce que la F1 amène des retombées à la hauteur de l'investissement? Mais c'est quelque chose qui se calcule et qui se chiffre de manière très rapide. Un autre point qu'on peut également regarder, c'est de dire, moi, en ce moment, je vous donne un exemple, je n'ai pas de retombées économiques, mais qu'est-ce qu'il y a dans ma région? Donc, si vous êtes dans un centre d'achat, par exemple, vous êtes un centre commercial, puis vous dites, moi, j'aimerais ça profiter des retombées économiques alentour. On est capable d'aller optimiser, de voir c'est quoi les attractions, puis est-ce qu'il y a des partenariats qui sont possibles. À l'inverse, si vous êtes une compagnie qui est hautement dépendante du tourisme, pensons à des trucs comme Arbrasca, du karting, des trucs qui, souvent, ça va être une activité de tourisme. Mais vous êtes capable, dans un rapport, d'analyser les gens qui viennent dans votre établissement, dans quelle étape de leur cycle de visite touristique ils vont faire des activités comme la vôtre. Disons que je pars un week-end avec la famille, on s'en va dans la région de Mont-Tremblant. Est-ce que la première journée qu'on va arriver, on va plus aller dans un fast-food parce qu'on est pressé? On va aller à l'hôtel, par la suite, on a une journée pleine, on va aller dans le village, on va aller à la montagne, après ça, on va aller faire une activité de type Arbrasca, karting, puis après ça, en fin de journée, on va aller dans un restaurant. Mais d'être capable de tout comprendre ces parcours-là, des segmentés, bien, ça vous permet de comprendre dans quelle étape votre entreprise s'inscrit, c'est à quel moment les gens veulent venir voir, puis d'être capable d'activer ça en campagne publicitaire. Donc, d'utiliser les mêmes données, pas juste pour des fins d'études, puis de comprendre votre clientèle, mais d'amener cette segmentation-là dans Facebook, TikTok, Snapchat et toute autre plateforme publicitaire de ce monde, puis d'être capable d'aller vraiment au bon moment parler à la personne quand elle est enclin dans son cycle de visite touristique à venir dans des établissements comme le vôtre. Puis finalement, on vous présente une dernière étude. Je vous parlais tout à l'heure de l'importance de corréler les différentes couches de données ensemble pour vraiment en extraire la pleine valeur. Ce que vous avez sous les yeux, c'est une étude de cas qui avait été produite pour une chaîne d'alimentation sportive aux États-Unis. Cette chaîne-là, ce qu'on avait échangé comme information avec eux, c'est que c'était très erratique le comportement de leur clientèle. Il y avait beaucoup de volatilité, beaucoup de pics puis de dips, mais qui n'étaient pas nécessairement expliqués, qui étaient vraiment all over the place. Puis nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a croisé ces données-là avec d'autres jeux de données.
on a regardé où est-ce qu'il y avait une corrélation, où est-ce qu'on était capable de voir un match. Puis, contre notre intuition, ou même l'intuition du client, c'est là que la donnée vient être intéressante parce que des fois, on a un gut feeling, on a un instinct, puis finalement, l'instinct est complètement champ gauche, on n'est complètement pas à bonne place. Ce qu'on a remarqué en croisant les données, c'est où est-ce qu'il y avait un fit presque parfait, mais on parle dans les 95% et plus, c'est que la météo avait un impact sur les visites dans ces endroits-là. Donc, il faut croire que c'est pas parce qu'on a des gros bras qu'on n'a pas peur de la pluie. Fait que les gens qui allaient s'acheter des suppléments d'entraînement étaient grandement influencés par la météo. Fait que ça a une très bonne valeur pour cette entreprise-là qui peut par la suite, prévoir son staff, parce que la météo, c'est très prédictible. On a quand même des rapports météo faciles à analyser, donc c'est facile pour cette entreprise-là de prévoir son staff en fonction de ce qu'il va faire comme température. Mais ça permet aussi d'analyser un peu le comportement de ces gens-là davantage, voir qu'est-ce qu'ils font ces gens-là, qu'est-ce qui fait que la météo vient les impacter à ce point-là, puis comment est-ce qu'on peut nous s'ajuster puis profiter de leur comportement pour venir ajuster notre offre. Alors ça, c'était les cas d'études qu'on avait pour vous montrer comment est-ce que la donnée qui est qualifiée et qui est valorisée, peut avoir une grande valeur. Mais maintenant, c'est comment aller de l'avant avec ça? Comment est-ce qu'on peut être en mesure de l'opérer, ce qu'on vient de vous montrer là aujourd'hui? Il y a plusieurs manières. Si jamais, c'est sûr, en 35 minutes, on essaie de vous donner quelques études de cas très précises, on essaie de toucher un plus grand nombre de personnes dans la salle. Si c'est quelque chose qui vous interpelle, de dire « j'ai des décisions à prendre, je ne veux pas me tromper ». Tu sais, la pire décision qu'on peut prendre, c'est celle qu'on prend 2 fois. On veut prendre la bonne décision du premier coup. C'est de vous dire, moi, d'aller accéder à des jeux de données éthiques, c'est quelque chose qui a une grosse valeur. C'est pas quelque chose qui est extraterrestre, qui est futuriste. C'est vraiment quelque chose qui est rendu très accessible et beaucoup plus démocratisé qu'on pourrait le penser. Donc, il y a 3 solutions pour aller de l'avant. Il n'y a pas de meilleure ou de mauvaise solution. En fait, c'est toutes des solutions plus adaptées à vos besoins, qu'est-ce que vous voulez faire, puis surtout la taille de votre entreprise. La première solution, c'est avec des équipes internes. Donc, quand on parle d'une équipe interne, vous êtes une très grosse compagnie, vous avez déjà des équipes d'analystes, vous avez des gros budgets de données, vous êtes habitué d'acheter des données, mais tous ces jeux-là de données qu'on a présentés au début, qu'on a regardé dans les études de cas, c'est des données qui sont accessibles. Ce n'est pas quelque chose qui est shady, qui s'échange dans le fond d'une ruelle. C'est des marketplaces qui sont bien connus. C'est vraiment quelque chose qu'on peut acheter, auditer, certifier, vérifier. Donc, avec vos équipes internes, vous pouvez acheter ces propres données-là, les analyser, les croiser avec vos données. Par contre, évidemment, il y a des coûts à ça. Les données sont quand même relativement dispendieuses. Il y a un certain délai de bâtir cette chaîne d'approvisionnement-là, de travailler avec des gens de cet univers-là. Ça prend une certaine expertise. Par contre, si vous avez tout ça en main, vous pouvez vraiment y aller sur du sur-mesure. Vous avez vraiment, disons, le champ libre pour faire vos projets les plus fous. Ensuite, il y a beaucoup de consultants. Il y en a au salon, il y en a plusieurs également au Québec, puis il y en a d'autres au Canada. Il y a plusieurs consultants qui peuvent vous aider dans cette analyse-là. Souvent, un consultant va être capable de faire un rapport relativement assez sur mesure, un peu comme si vous aviez une équipe interne. Ça va être beaucoup plus simple. On parle de quelque chose clé en main. On peut aller voir un professionnel. C'est un peu comme aller voir un avocat, un notaire. C'est un peu une nouvelle profession qui se crée. On peut aller le voir et lui dire, écoute, j'aimerais ça avoir telle étude. Puis cette personne-là, avec son équipe, son réseau d'approvisionnement, va s'occuper de vous générer des études. Évidemment, quand on a quelqu'un qui met du service, qui met du temps, ça va être un peu plus coûteux. Des fois, ça peut prendre du temps selon les délais, mais c'est un bel entre-deux déjà entre une équipe interne et d'y aller avec une ressource comme un consultant. Puis, ultimement, ces consultants-là, ils utilisent des plateformes comme ce que Propulso fait ou d'autres plateformes comme la nôtre qui utilisent la donnée. Donc, ces consultants-là vont recueillir une foule d'autres services qui vont ramener à l'intérieur même sous leur parapluie à eux. Super. Puis les plateformes, justement, en terminant, c'est un peu le dernier joueur qui est arrivé dans cette industrie-là. C'est un peu comme l'idée de dire, on a un Microsoft Word, on a un Excel, on a un logiciel qui existe qui permet de traiter ces données-là et surtout qui permet d'y accéder. Donc, on n'a pas besoin d'acheter les données, elles sont déjà dans le logiciel. On peut rouler des études en quelques clics. Donc, c'est souvent très économique, c'est souvent très rapide, accessible. Par contre, ça va dépendre des modèles. Chaque plateforme est différente. Chaque plateforme a un peu son angle d'attaque. Ça va dépendre des gabarits, des possibilités de chaque plateforme. Ou des fois, un consultant, une équipe interne peut faire des trucs plus sur mesure. Une plateforme, des fois, va s'attaquer plus à une masse. Mais si vos besoins sont dans les 98% de la masse, mais là, à ce moment-là, une plateforme peut être une belle manière de débuter, de le faire en quelques minutes, puis en quelques clics. On ne veut pas, comme on disait en débutant, on ne veut pas trop être mercantile, on ne veut pas trop faire un pitch avec vous. Mais évidemment, si vous avez
plus de questions. On avait seulement 35 minutes, puis je suis sûr qu'il y a peut-être quelques questions que vous avez déjà en tête ou des façons de l'appliquer. Si vous avez plus de questions, vous aimeriez poursuivre la conversation, on est également présent au salon, au kiosque 23, où est-ce qu'il y a un gros spot orange et tough à manquer. Donc, ça nous ferait plaisir de continuer la conversation. On a des membres de l'équipe qui sont là ici aujourd'hui. Gros merci pour votre attention. C'est un plaisir d'avoir vu vous parler. Puis bonne fin de salon. Merci à tous.